marcher pour une cause, crier son indignation, faire entendre son opinion. La liberté d'expression est un droit fondamental en démocratie. Maryse et Jacinthe Poisson ont manifesté à Toronto lors du sommet du G20 en 2010. Elles ont été arrêtées. Elles ont réalisé que la liberté de parole est un droit fragile. Toronto à l'été 2010. Maryse et Jacinthe Poisson font partie des dizaines de milliers de personnes venues protester à l'occasion de la rencontre du G20. Elles en sont à leur première manifestation. Pendant la manifestation du samedi, on était 20 000 à 30 000 personnes. Hein? Fait que c'est difficile d'évaluer la raison pour laquelle tout le monde était manifesté, mais je pense que c'était la beauté de la chose. C'est qu'il y avait des groupes de partout. Là, je me souviens, on a vu des groupes de Tibétains, Greenpeace, Amnesty, tous les gros organismes étaient là, mais aussi toutes sortes de groupes ethniques qui revendiquaient XY. C'était vraiment une belle cohésion, un beau melting pot d'enjeux politiques. C'est ce qui fait la beauté, peut-être de la manifestation dans ce cas-là qui était très colorée. C'est ça, je pense qu'il y a une partie des gens qui vont manifester là sur des enjeux précis. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui vont manifester parce qu'ils sont pas d'accord avec l'institution du G20. Je trouve que la manifestation, c'est une façon de se rassembler, d'être dans la rue, d'occuper l'espace public aussi. Pour moi, c'est ça une manifestation, c'est de dire nos rues sont publiques, nos parcs sont publics, on a le droit d'y être, puis de parler, tu sais. Avec une centaine de Québécois, elle passe la nuit dans un gymnase de l'Université de Toronto qui a été loué pour l'occasion. Tout est organisé. On était dans le gymnase de l'Université de Toronto le dimanche vers 9 h du matin. Tout le monde était en pyjama à dormir dans leur sleeping. C'est à ce moment-là que 5 à 6 officiers de police sont rentrés dans le gymnase avec un fusil à balles de caoutchouc. C'était vraiment intimidant. De Montréal, je représente le service de police de Toronto. Vous êtes tous en état d'arrestation pour avoir participé à une émeute. Vous avez tous Puis là, à partir de ce moment-là, tout le monde est à terre, on comprend pas ce qui se passe. Les gens se mettent à demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous arrêtez? Puis on pose des questions. Chaque personne qui posait une question aux policiers se faisait immédiatement arrêter puis emmener. Et les gens qui filmaient, dès qu'il y avait une personne qui filmait, c'était les gens qui étaient visés pour être arrêtés en premier. Fait que de 9 h le matin à environ 1 h, ça a pris vraiment beaucoup de temps pour emmener chacune des 100 personnes. Au début, on pensait pas réellement que tout le monde allait se faire arrêter. Je pensais qu'il allait arrêter quelques personnes au hasard ou des personnes choisies, puis que c'était pour nous faire peur, finalement. Mais ils sont vraiment allés jusqu'à arrêter tout le monde, emmener tout le monde dans le centre de détention temporaire, puis accuser les 100 Québécois qui dormaient dans le gymnase de l'Université de Toronto, dont nous deux. Personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. L'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec assure le droit de manifester, tout comme l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte québécoise donne aussi le droit à toute personne d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale. Mais le Parlement n'a pas d'obligation à y donner suite. En fait, le droit de manifester n'est pas écrit comme tel dans aucune de nos chartes. Ce qui est garanti, les libertés fondamentales qui sont garanties sont, d'une part, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Mais les tribunaux ont interprété que la liberté d'expression signifiait garantir non pas seulement le contenu du message, mais aussi le véhicule de transmission, que ce soit la langue, le boycott, le piquetage, passer des tracts, manifester, etc. C'est des moyens de communication à la portée des citoyens, des citoyennes qui n'est pas onéreux.
le droit de manifester est un droit constitutionnel au Canada. Avant ça, les tribunaux canadiens l'avaient reconnu dans des affaires célèbres du temps de Duplessis, là, dans les années 50, quand il était à la chasse aux témoins de Jéhovah, aux communistes, etc. Les tribunaux avaient dit que, même si on n'avait pas de charte constitutionnalisée à l'époque, que c'était le souffle d'une démocratie. Comme on était une démocratie comme l'Angleterre, on avait implicitement une espèce de Bill of Rights qui garantissait la liberté d'expression. Le droit de manifester, c'est une des grandes libertés civiles qui existent partout dans le monde. C'est inspiré évidemment de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un des grands concepts qui permet aux gens d'exprimer ce qu'ils pensent. Alors, l'origine de ces libertés-là, évidemment, c'est le siècle des Lumières, et puis c'est un peu les grandes idées de Voltaire, entre autres, là, qui voulait protéger la capacité des êtres humains de réagir et de contrer l'abus de pouvoir. Alors, l'idée, c'est de pouvoir exprimer son désarroi, son désaccord dans la rue. Le droit de manifester, c'est toujours exercé dans le but, évidemment, de s'exprimer contre l'État, ou ça peut être contre d'autres décideurs puissants. Alors, l'idée, un peu, c'est lorsque les gens sont mécontents de ce qui se passe, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Et ils ont le droit de s'exprimer dans la rue, dans la mesure, dans des limites raisonnables. La démocratie, c'est pas seulement le droit de vote, là, une fois tous les 4 ans, mais c'est aussi un dialogue constant entre les autorités et la population et les gouvernés. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on respecte le droit de manifester. Mais au sommet du G20, les forces de l'ordre veulent éviter les débordements. Ils arrêtent les manifestants par centaines, souvent par mesure préventive. Dans le centre de détention temporaire, où on est resté 40 heures, on était entre 15 et 25 filles par cage, donc une cage de 3 mètres par 5 mètres environ, avec une toilette pas de porte, avec des couloirs, donc c'était en grillage, avec des couloirs où les policiers pouvaient passer puis nous voir constamment. Donc on était toutes en pyjama encore du matin où on s'était fait arrêter. On s'est fait fouiller à nu 2 fois. Une fois dans le centre de détention temporaire, la deuxième fois quand on a été transféré dans une prison provinciale. On avait presque pas d'eau, donc un petit cup d'eau à chaque 6 heures, un petit sandwich à la mayonnaise puis au fromage à chaque 6 heures. Donc on avait faim, on avait vraiment froid, on avait des néons dans le visage tout le temps, puis on a passé 2 nuits aussi dans ces conditions-là, donc impossible de dormir. On savait jamais ce qui allait arriver, on n'avait pas d'informations sur nos accusations, pourquoi on était là, quand on allait sortir. Fait que ça a été interminable, hyper frustrant, puis réellement là, très angoissant comme détention. Les groupes de militants qui avaient organisé les transports vers Toronto, qui se sont organisés pour avertir les parents. Donc nous, nos parents étaient prévenus après peut-être 30 heures de détention. Dès que mon père le su, il est descendu pendant la nuit en auto vers Toronto pour venir nous chercher. Il est descendu tout seul pour être capable de remonter le plus de monde parce qu'il savait que nos autobus étaient partis sans nous le dimanche. Quand j'ai su de quelle manière ils avaient été traités, que je m'étais vraiment pas imaginé que c'était possible, là. Honnêtement, là, je n'avais pas pensé que c'était possible qu'ils soient traités comme ça ici au Canada. J'ai senti vraiment une rage, une colère en moi. On s'était comporté de façon inacceptable dans un pays démocratique avec mes filles. Et quand j'en reparle encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'émotion est encore là. Mes filles étaient allées manifester sans aucune mauvaise intention. Ils étaient allés manifester pour faire valoir leurs paroles, point. Pour moi, tout ce que j'entendais, qu'ils avaient menotté, que les policiers avaient enlevé les lunettes à Jacinthe, qu'elle voyait très peu. Tout le fait qu'il y avait eu froid, qu'il était à terre, c'était horrible d'entendre ça pour moi. On était en détention 57 heures, puis dans ce centre de détention temporaire-là, peut-être 40 heures. Donc 40 heures sans qu'on nous dise ce qui se passe, où est-ce qu'on va, combien de temps on va passer là. Puis on le sait que après 24 heures, il faut qu'on passe en cours, il faut qu'on nous donne une raison, il faut qu'on nous explique pourquoi on est là, il faut qu'on puisse parler à un avocat. Tout ça, ça s'est pas passé du tout. Nos droits n'ont pas été respectés du tout, puis on le savait, on se plaignait, personne répondait à nos questions. Donc nous, on fait partie de ceux qui ont eu des accusations, puis nos 100 accusations ont tombé massivement par manque de preuves après 4 mois. Donc là, tu te rends compte que
Vraiment énormément de gens ont été arrêtés, ont été relâchés sans accusation ou leurs accusations ont été abandonnées parce qu'il manquait de preuves. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'est resté en fait que quelques accusations qui ont été amenées vraiment dans un processus judiciaire. Dans la plupart du temps, les gens, soit les accusations sont tombées ou soit qu'on a fait un arrêt de procédure. Alors, il y a lieu de considérer qu'on a procédé à des arrestations dans le but d'empêcher la tenue des manifestations et c'est ça qui est particulièrement préoccupant. Nicole Filion est coordonnatrice pour la Ligue des droits et libertés. Depuis 35 ans, l'organisme milite pour le respect des droits et libertés de la personne. Ce qui a été aussi assez marquant, c'est les conditions de détention dans lesquelles les gens se sont retrouvés. Les conditions de détention étaient pratiquement des conditions inhumaines et dégradantes. Ils sont restés en détention beaucoup plus longtemps que ce qu'on prévoit habituellement avant de comparaître devant les tribunaux. Les droits protégés par la Charte ont été violés gravement dans le cadre des interventions policières qui ont eu lieu durant le G20. On a vécu des événements qui laissent entendre que pour les politiciens, ce droit de manifester et la liberté d'expression tient un peu de choses, en fait. Ils ne se sont pas préoccupés de l'impact que pouvait avoir sur la démocratie le fait qu'on empêche les gens qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas de voix pour se faire entendre dans ces grandes réunions-là, qui vont en fait décider du sort du monde. Alors, ils n'ont pas droit au chapitre, ils ne peuvent pas prendre position, ils ne peuvent pas se faire entendre et tout ce qu'il leur reste, c'est la rue pour se faire entendre et on ne leur permet même pas l'exercice de ce droit-là de cette façon-là. Au final, plus d'1 millier de personnes ont été arrêtées à Toronto. Le Bureau d'examen de la police, l'organisme indépendant qui enquête sur le travail des policiers, a produit un rapport de 300 pages. Il a conclu que les forces de l'ordre avaient violé des libertés civiles, détenu illégalement des manifestants et utilisé une force excessive. Dans le cas du G20, il y a eu plusieurs rapports d'enquête. Certains ont certainement noté qu'il y avait eu des violations du droit de la liberté d'expression, de la liberté d'association et de la liberté de manifester. Ils ont conclu aussi que les agissements des policiers à l'occasion étaient certainement disproportionnés à la menace qui pesait là, sur l'ordre public. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont suggéré là, toutes sortes, une meilleure formation des policiers. Et ça a précipité un peu, je dois dire, là, certaines réflexions au sein des corps de police, je pense, mais de façon plus générale dans notre société civile, je pense qu'il faut continuer de comprendre pourquoi c'est important que la liberté de manifester soit bien protégée. Les événements de Toronto demeurent exceptionnels. La majorité des manifestations se déroulent dans le calme. Mais la liberté d'expression n'est pas totale en société. Certaines limites doivent être respectées. Selon la loi, les manifestations doivent être paisibles, sans violence ou vandalisme, respecter la propriété privée et ne pas miner la sécurité des autres. Toute personne a le droit d'exprimer ses opinions et de manifester pacifiquement. Cependant, il faut maintenir un juste équilibre entre la liberté d'expression et l'ordre public. Je pense que c'est là que toute la complexité du contrôle de foule, du maintien et rétablissement de l'ordre prend son sens. Alors, le corps policier qui sera appelé à faire une évaluation de la cote d'alerte avec les critères devra s'assurer d'avoir un équilibre de l'expression et de l'ordre public. Rappelons la philosophie sous-jacente à l'emploi de la force, celle qu'on le retrouve dans notre guide de pratiques policières, à savoir favoriser la négociation, éviter la confrontation, utiliser une force minimale. La protection de la liberté de manifester par les services de policiers, c'est un exercice délicat. Et c'est pas évident toujours quoi faire. Ça demande beaucoup de jugement. Les services de police ont l'obligation de faciliter l'exercice du droit de manifester, mais de protéger quand même l'intérêt public et de s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui soient victimes de violences. Et certainement, on le sait, il peut s'infiltrer toutes sortes d'éléments criminels qui sont là seulement pour faire du grabuge, pour avoir un peu de plaisir et puis se faire voir par les médias, entre autres.
C'est assez nébuleux ce qui se passe sur le terrain. Alors, ça demande vraiment de constater, d'avoir une évaluation objective de ce qui se passe. La réponse policière doit être liée à ce que les manifestants font. Ils ne peuvent pas aller trop loin, mais ils doivent là s'assurer qu'il n'y a personne qui est en danger, dont la vie est en danger, par exemple. Partout au pays, les policiers reçoivent une formation qui se base sur ce qu'on appelle le modèle national d'emploi de la force. Une foule peut passer rapidement d'une foule passive à une foule active et une foule qui va dégénérer. Alors, oui, il faut réfléchir rapidement, prendre les bonnes mesures. Il faut voir que pour le déploiement d'un peloton, il y a un aspect psychologique derrière ça aussi. De voir arriver un peloton de 30 personnes qui arrivent avec une discipline, une rigueur, des armures, et là, on parle de casque et bâton. Déjà, il y a un effet psychologique qui devrait influencer certaines personnes dans la foule qu'il y a quelque chose, il y a une gradation qui s'installe. Donc hier, on a vu celui-là. Tous les policiers sont formés à l'utilisation d'une force juste et nécessaire dans la maîtrise d'un contrevenant en analysant le contexte d'intervention selon le modèle national de l'emploi de la force. De nos policiers et de nos policières, nous attendons, il serait même plus juste de dire nous exigeons, qu'ils soient d'action et de réflexion, qu'ils soient de relation, mais aussi d'intervention, qu'ils aient le sens critique, tout en se conformant aux règles et aux droits, qu'ils puissent être créatifs dans la recherche de solutions, tout en n'omettant jamais de respecter les ordres, qu'ils soient empathiques avec un bon sens de l'écoute, mais tout aussi capables de faire bon usage de l'emploi de la force. Il y a aussi ce qu'on a vu au Canada et partout dans le monde. À l'occasion, il peut y avoir des agents provocateurs ou des policiers, pour une raison ou une autre, décident là, d'agir de façon illégale pour provoquer une déclaration que l'Assemblée est illégale et donc disperser les manifestants. Oui, il existe des limites au droit de manifester, mais c'est pas une limite au droit de manifester, c'est la limite du comportement ou des agissements des personnes qui manifestent. Il est normal qu'on soit arrêté si on commet un méfait, mais il n'est pas normal qu'on arrête toutes les personnes qui participent à une manifestation parce qu'il se commet un méfait. Alors c'est une distinction quand même importante. En droit canadien et en droit québécois, il n'y a pas de droit absolu. Et on accepte que l'ordre public, à l'occasion, peut justifier d'imposer des limites au droit de manifester. C'est un terrain assez contesté parce que c'est assez rare que les tribunaux se sont prononcés sur quand est-ce que c'est raisonnable d'imposer une limite au droit de manifester. Parce que la plupart du temps, le droit de manifester, c'est assez spontané. Hein? Ça s'exprime dans une journée, dans une semaine. C'est vraiment contenu dans un temps. Pour que ça soit, que ça influence le gouvernement, ben c'est dans un temps précis, un temps dans lequel les actions politiques peuvent être imposées. Et c'est pas tout le monde qui, par la suite, vont vouloir se traîner devant les tribunaux pendant des années là, pour débattre de la constitutionnalité des actions. Pour baliser le droit de manifester, les villes émettent aussi des règlements qui obligent par exemple les organisateurs des manifestations à dévoiler leur parcours à l'avance sous peine d'amende. Depuis la Charte canadienne, notamment, il y a plusieurs règlements, mesures, tout ça qui ont été contestés devant les tribunaux et même jusqu'à la Cour suprême comme violant la liberté d'expression. Alors, je dirais qu'il y a peut-être à moitié que les restrictions ont été jugées raisonnables et dans l'autre moitié, non, pas raisonnable. Alors, par exemple, on a jugé raisonnable les infractions du Code criminel sur la propagande haineuse. Par contre, il y en a d'autres cas où on a jugé que c'était déraisonnable, comme par exemple l'interdiction d'affichage. Aussi, beaucoup en droit du travail, il y en a eu lors de grèves. Alors, des injonctions pour interdire le piquetage ou le piquetage dans des lieux secondaires, ça a été jugé déraisonnable. Alors, c'est un peu comme pour la manifestation. Le droit de manifester, ce qui est constitutionnel, finalement, c'est le droit de manifester paisiblement, pacifiquement, on s'entend. Alors, pour moi, les seules limites raisonnables au droit de manifester, ce serait s'il y a une commission d'un acte criminel, s'il y a méfait, s'il y a voie de fait ou quelque chose comme ça.
La plupart du temps, on va essayer évidemment que ce débat sur si les limites sont raisonnables, va se tenir devant l'Assemblée législative qui adopte une loi ou même un règlement municipal qui adopte une loi pour pouvoir limiter la liberté d'expression. Alors, on s'attend à ce que nos élus aient lu la charte et s'interrogent un peu à savoir est-ce que la limite est vraiment nécessaire. Mais éventuellement, si c'est contestable, ben, il se peut que ça se retrouve devant les tribunaux. Et là, devant les tribunaux, ben, une personne va dire ma liberté de manifester, ma liberté d'expression a été violée et le gouvernement va pouvoir expliquer aux tribunaux pourquoi, selon lui, il était nécessaire, raisonnable de brimer ou de violer la liberté d'expression. La liberté d'expression et la protection des moyens pour l'exprimer sont une des caractéristiques fondamentales des régimes démocratiques. Le droit de manifester pacifiquement implique que les dissidents puissent exprimer leur désaccord dans la sphère publique. La liberté d'expression est vraiment importante dans une démocratie et il est important qu'elle soit constitutionnalisée parce qu'elle prend de la force. Il n'y a aucune loi ou aucun règlement municipal qui peut contrevenir à la Charte canadienne, donc qui peut brimer la liberté d'expression, sauf si c'est dans des limites que les tribunaux vont juger raisonnables. Donc, c'est très important parce que une démocratie, il faut que l'information circule, il faut que les citoyens puissent avoir accès à tout type d'information. Il est très important, on a vu dans l'histoire combien de gens qui ont été emprisonnés et même encore aujourd'hui parce qu'ils se sont exprimés publiquement sur des sujets qui ne faisaient pas l'affaire du gouvernement ou même maintenant, on voit avec le phénomène des poursuites Bayon, même de la part de grosses compagnies là, qui veulent chercher à faire taire les gens. Donc, c'est très important que cette liberté-là soit protégée au maximum. Je pense que ça a été un gain, là, que ça a été rentré dans les chartes tant québécoises que canadiennes. Aujourd'hui, les gens qui manifestent, ils réfléchissent fort avant d'y aller, puis ils sont nerveux dans la rue, puis regardent comment les policiers se placent, puis dès qu'ils sentent qu'il y a peut-être un risque que les policiers chargent, les gens se sauvent en courant. T'sais. On est vraiment rendu à avoir peur de la police dans les manifestations. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de manifestants qui vont plus manifester maintenant, aujourd'hui au Québec, qui ont peur d'être dans la rue, surtout dans certains contextes, puis qui vont juste plus dans la rue. C'est vraiment dommage parce que ça dissout finalement le message de la manifestation parce que tu vas manifester pour passer un message, puis la plupart de ton temps en manifestation, tu le penses à prévoir ce que la police va peut-être faire, puis tu le passes à craindre et à être anxieux finalement. Donc tu n'as plus cet espace-là, puis cette confiance-là, puis la solidarité qui peut être créée juste en étant dans la rue, puis en vivant ton action politique de façon positive. Il y a toujours la peur qui est là. Je tiens à dire que la liberté de manifester, faut pas la tenir pour acquise. Parce que si les pouvoirs en place se sentent dérangés pour une raison ou pour une autre, il peut avoir une paranoïa qui facilite, dans le langage, d'appeler les manifestants la rue. Moi, je suis pas la rue, là. Je suis un manifestant, je suis un contribuable, je suis un citoyen, j'ai droit à mes opinions, puis j'ai le droit de les exprimer publiquement. Alors, j'ai le droit de manifester. Et au Canada, j'ai toujours pensé qu'on avait ce droit-là démocratique sans problème, sans qu'il arrive aussi facilement que ça des violations massives au niveau de la liberté individuelle. La dernière chose qu'on voudrait que notre témoignage laisse, ça serait que les gens gardent soit une peur ou une crainte d'aller manifester ou qu'ils trouvent ça inutile. C'est vraiment la dernière chose qu'on veut. Nous, on pense que malgré ce qu'on a vécu, on continue de le faire, on continue de manifester, on continue de s'engager politiquement de toutes les façons qu'on peut, autant dans notre travail que dans notre vie de tous les jours, vie militante. Je pense qu'il faut considérer le droit de manifester comme une richesse puis comme une action collective politique essentielle à notre démocratie. Puis comme une de nos façons de parler publiquement. C'est ça, au final, pour nous manifester, c'est avoir l'occasion de parler dans la rue, de dire, regardez, on est 10 000 à penser ça. Si on peut plus le faire, on a vraiment perdu un mécanisme de notre démocratie. Les chartes sont là pour protéger cette liberté d'expression. Il y a des règles, tant pour ceux qui marchent que pour ceux qui encadrent. Mais au final, c'est la voix de tous qui a droit de citer.